de où en sont les plans de transition du secteur financier. J'invite les différents speakers à venir sur la table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Deuxième discussion après les entreprises, on passe aux acteurs du secteur financier. Donc voilà, on a autour de la table Jean Boissineau, directeur études, analyse des risques à la CPR, Karen De Gouff qui est directrice finance durable à la FBF, Guéno Leco, directeur du développement à Crédit Mutuel Arkea, et enfin Stanislas Rey, coordinateur scientifique et donc voilà, en charge des sujets finance-climat à l'ADEME. Donc on va essayer de garder un peu la même logique que la première table ronde avec cette perspective de bilan des dernières années, des progrès qu'on peut mettre en valeur et dans un second temps les défis à venir. Par rapport aux entreprises, donc les institutions financières, qu'elles soient banques, assureurs ou sociétés de gestion, évidemment, sont des entreprises aussi, donc sont soumises à la CSRD, mais il y a un certain nombre de réglementations qui lui sont spécifiques, donc peut-être qu'on pourra approfondir un tout petit peu ces enjeux, puisque là aussi il y a eu des progrès, on peut les qualifier de progrès quand même, et puis des engagements plus volontaires dans le cadre notamment des alliances G-Fence issues de la COP 26 à Glasgow. Donc peut-être pour commencer, Jean Boissineau, alors Vietline est revenu déjà un petit peu à la table ronde précédente sur la réglementation, donc mais rapidement, peut-être pour ce qui concerne plus spécifiquement les acteurs financiers, qu'est-ce qu'on a observé là ces dernières années qui sont notables? Merci Nicolas, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Si Vietline vous a déjà tout raconté, je pense que je vais pouvoir aller très vite. Blague à part, en fait, comme vous l'aurez compris, j'imagine c'est ce sur quoi, parce que je pouvais pas être là, ce sur quoi il est revenu, il y a tout ce pan de la réglementation autour général pour qui s'applique à toutes les entreprises. Et puis on a en parallèle aussi, à peu près dans le même tempo, et avec des degrés de coordination variables, c'est-à-dire que l'intention est très synchronisée, ensuite la réalisation a été contrainte par la dynamique de chacun des textes. On a des dispositions qui sont propres aux institutions financières, que ce soit les banques et les organismes d'assurance, et souvent en fait les dispositions peuvent sembler proches. Dans l'esprit de la CPR, c'est vraiment les deux faces de la même pièce. Je pense en particulier à ce qui touche au plan de transition. Je pense aussi à ce qui touche sur la disclosure. Yatline en aura peut-être parlé, mais il y a cette question de comment faire pour adapter un cadre de reporting qui a été défini pour des entreprises en général à la réalité de ce que sont les institutions financières, ce qui n'est pas complètement évident. Nous, dans ce paysage-là, il y a quelque chose deux choses auxquelles on est très attaché. La première, c'est qu'effectivement, une institution financière, un intermédiaire financier, et j'insiste sur la notion d'intermédiaire parce que ça implique un actif et un passif de ce point de vue-là. Les intermédiaires financiers, ça répond à d'autres logiques économiques qu'une entreprise en général, donc ça nécessite des adaptations. Par ailleurs, il y a un certain nombre de points de données qui sont déjà disclosés dans les piliers 3, par exemple, et on plaide, on pousse, on souhaite que à chaque fois qu'un point de données utile est présent dans une réglementation, c'est bien le même qu'on retrouve par ailleurs. C'est un travail de convergence qui est engagé, qui n'est pas encore complètement accompli. Mais je reviens peut-être un instant sur la partie plan de transition, les deux faces d'une même pièce, dans le sens où dans notre esprit, c'est vraiment une démarche qui est au fond, qui veut traduire ou qui veut attraper l'existence d'une démarche stratégique au sein de l'institution financière elle-même. Et puis d'un côté, on va discloser un certain nombre de choses vis-à-vis du public en général et d'un certain nombre de parties prenantes. De l'autre côté, on va discloser d'autres choses, parfois pas exactement les mêmes, parfois avec un degré de détail plus poussé vers son superviseur. Mais au fond,
c'est bien les deux manières de regarder le même plan de transition pour l'entité. En tout cas, c'est comme ça que ça doit s'appréhender. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre. Et au fond, peut-être un double retour en arrière pour constater quand même les progrès qui ont été faits en l'espace de 5 ans. Enfin, très sincèrement, il y a 5 ans, on parlait de concept. Aujourd'hui, on a des réglementations en face de nous. Ça, c'est un premier point. Il y a quand même, enfin, je veux dire, au moment où on peut réfléchir à ce qui est en risque, quel est l'avenir, etc. Constatons aussi tous les progrès qui ont été faits et du coup l'importance qu'il y a à mettre en œuvre la réglementation telle qu'elle a été conçue avec les ajustements donc que j'évoquais tout à l'heure. Premier point. Deuxième point, ça veut dire aussi que du point de vue des institutions financières, il y a un changement assez important. C'est qu'il y a 5 ans, par exemple, on pouvait réfléchir à ces enjeux climatiques de manière volontaire, en prenant des engagements un peu lointains ou qui révélaient l'idée de faire quelque chose. Maintenant, on est rentré dans le dur. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est un changement d'atmosphère, beaucoup de progrès, et puis aussi maintenant, du coup, un changement d'atmosphère qu'il est important de mesurer. Et pourquoi est-ce que du côté de la CPR, on est très attaché à cette notion de plan de transition, parce que précisément, c'est aussi la manière de réconcilier une multitude de chantiers qui, quand on les prend chacun, peuvent apparaître un peu diffus. Alors, on a un bout du côté de la disclosure, on a un bout du côté des risques, on a un bout du côté des produits, comment on couvre les clients, etc. Et au fond, le plan de transition, c'est probablement la manière de redonner à l'ensemble de ces initiatives une certaine cohérence et du coup de permettre à l'institution de s'inscrire dans une vraie dynamique de transition, parce qu'il y a une autre chose qui est certaine, c'est que le monde est en train de changer très vite. Pas forcément à la vitesse qu'on veut, dans la direction qu'on veut, mais il y a quand même beaucoup de choses qui changent, y compris dans la bonne direction, et c'est clairement le genre de situation dans laquelle, si on est une institution financière, une réflexion stratégique sur ce que ça veut dire, ce que j'en fais et comment je me positionne par rapport à ça, est particulièrement utile, y compris pour la bonne santé de l'institution financière elle-même. Merci. Alors maintenant, Karine Degouve, donc vous avez participé au... Ah oui, bon. C'était pour aligner un peu, on va la jouer avec les Québécoises. Donc tu as participé aux travaux de l'Alliance NZBA, donc dans le cadre des Alliances Defense. Est-ce que tu peux nous faire un petit retour d'expérience justement à la fois des exercices d'engagement, mais peut-être aussi des travaux qui ont été conduits plus sur l'aspect méthodologie, comment on met en œuvre les engagements? Alors, juste peut-être pour rappel, pour être sûr que tout le monde est à peu près au même niveau d'information, GFENS, donc Glasgow Financial Net Zero Alliance, c'est ça? Bon, bref, c'est peut-être pas dans le bon ordre, mais c'est à peu près ça. Voilà, Financial Alliance for Net Zero. C'est une alliance chapeau qui a été lancée à la COP26 à Glasgow, d'où le nom Glasgow dans l'intitulé, en 2021, donc ça fait 3 ans, ça fait en gros 3 ans, qui a été lancée donc par Michael Bloomberg et Mark Carney comme une agrégation d'autres alliances net zéro du secteur financier. Et l'idée, c'était vraiment de mettre tout le monde dans le secteur financier, que ce soit les assureurs, les banques, les asset managers, les détenteurs d'actifs, les services financiers divers et variés, sur un même objectif, avec à terme développer des méthodologies communes d'alignement net zéro. Mais le fondement de cette alliance, c'est un engagement des acteurs financiers d'être net zéro et de se mettre dans cette direction d'une trajectoire de financer, investir, assurer une économie alignée avec l'objectif de l'accord de Paris de 1,5 degré. Donc ça c'est GFENS. Après, les travaux se sont faits à 2 niveaux. Il y a eu le niveau GFENS, qui est cette alliance chapeau, et il y a eu les travaux qui ont été faits au niveau de chacune des alliances. Alors moi, à titre personnel, j'ai été copilote, je suis toujours depuis 3 ans des travaux d'implémentation de la NZBA, la Net Zero Banking Alliance, donc c'est l'alliance du secteur bancaire. Donc je peux vous parler des deux, mais il y a eu des travaux, il faut être conscient de ça, c'est très important, il y a eu des travaux faits des deux côtés. Et il n'y a pas d'obligation
pour les différentes alliances qui sont sous le chapeau de GFANS, d'utiliser les travaux de GFANS. Je dis ça parce qu'il y a eu un moment, une sorte de crise en fin 2022, début 2023, où un certain nombre d'acteurs, et je pense notamment aux banques, mais il y a eu les assureurs, à tel point que ça a fait exploser d'ailleurs l'alliance des assureurs, qui se sont pas retrouvés, qui n'étaient pas d'accord en fait avec les préconisations de GFANS, et notamment sur les expositions et la trajectoire fossile. Donc, il faut vraiment comprendre que ces alliances, ce sont des engagements volontaires des institutions. Et d'ailleurs, la plupart sont pilotées par les Nations Unies, donc l'UNEP-FI, c'est pas toutes, mais la plupart, qui tiennent le secrétariat. Mais les décisions, ce sont les acteurs eux-mêmes qui les prennent. Donc les travaux qui résultent de ce que font ces alliances, ce sont les acteurs qui décident de se l'appliquer à eux-mêmes. Ce qui a généré donc parfois certaines tensions. Voilà. Donc sur les travaux qui ont été faits au niveau de GFANS, il y en a eu vraiment beaucoup, et notamment sur les plans de transition, avec, je dirais, trois grandes familles de travaux. Un sur les plans de transition des acteurs financiers. C'est le premier bloc. Un sur la finance de transition, qui n'est pas tout à fait la même chose. On ne parle plus du plan des acteurs financiers, mais on parle des produits financiers et de la manière dont on finance, dont on accompagne la transition de l'économie réelle. Donc on n'est plus sur le plan des acteurs financiers, mais sur la transformation de l'économie réelle. Et puis le troisième bloc, qui est celui qui a été le plus polémique, qui était tout ce qui tournait autour du phase-out des fossiles, et notamment du charbon, qui a focalisé en fait vraiment les débats, parce qu'il y a eu un engagement à un moment de GFANS finalement d'assumer une sortie totale du charbon, ce qui n'a pas du tout plu aux acteurs notamment asiatiques. Et c'est de là qu'est partie la contestation. Et puis en partie des États-Unis pour l'assurance, mais là je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est un trop long débat. Et après au niveau de chacune des alliances, des sous-alliances, un certain nombre de travaux plus méthodologiques, précisément de méthodologie pour mesurer l'empreinte carbone, fixer des objectifs, utiliser un scénario de transition de référence. Au niveau de l'alliance bancaire, on a travaillé sur l'utilisation des crédits carbone, c'est-à-dire qu'on a fixé finalement les règles indicatives, parce que tout est toujours indicatif, mais en même temps c'est quand même des meilleures pratiques. Donc si vous les suivez pas, ça se voit, et il y a quand même un problème. Donc on a fixé les règles finalement indicatives de la bonne utilisation des crédits carbone pour l'atteinte des objectifs net zéro. Ça a été une discussion de 1 an et demi. J'étais au cœur du sujet, donc je le vois bien. 18 mois de discussion pour sortir un papier de 6 pages. C'est peut-être l'exemple pire. Il y a tout un certain nombre de papiers de guidance sectoriels qui ont également été produites. Et ça, c'est très intéressant parce que secteur par secteur, vous avez les principaux secteurs qui sont couverts par les papiers qui ont été produits, et par GFANS d'un côté et par les différentes alliances. Et je pense notamment à l'alliance bancaire où il y a 5 secteurs qui aujourd'hui sont couverts avec des bonnes pratiques, en tout cas des indications de bonnes pratiques qui sont hyper précises. C'est-à-dire que si vous suivez ces papiers à la lettre, vous mettez votre portefeuille sectoriel sur une trajectoire qui est réellement alignée net zéro et 1,5 degré. Après, vous n'avez pas l'obligation de le faire. Un des engagements essentiels des alliances, c'est bien sûr d'atteindre le net zéro, mais de se fixer des objectifs intermédiaires, donc 2030 et après tous les 5 ans, et d'être transparent. Et c'est là où je pense que ça a été finalement l'engagement principal de ces alliances et de ces engagements volontaires en avance de phase de la réglementation, puisque ça a commencé avant CSRD en Europe, CS3D, etc. C'est vraiment d'être transparent sur ce que l'on fait. Alors, on commence à voir, et vous l'avez peut-être vu passer en octobre, donc c'était le mois dernier, est sorti le 2e rapport bancaire, de la NZBA, et on voit que la transparence n'est pas encore totale. On y arrive, voilà. Effectivement, après des analyses qui ont été faites sur les publications notamment de l'ensemble des acteurs financiers, en particulier des banques, on a du mal à arriver à ce niveau de transparence, mais malgré tout, si vous regardez le rapport, et si vous allez ensuite sur le site de l'UNEP-FI, vous avez les liens vers les rapports, les plans de transition des acteurs bancaires qui en ont déjà publié un. Je crois qu'ils sont au nombre
alors c'est 74 ou 75, j'ai plus le chiffre exact en tête, sur 146 banques engagées. Donc on est à la moitié en fait qui ont déjà publié un plan de transition, pas sur tous les secteurs, mais un plan de transition sur les secteurs sur lesquels des objectifs ont été fixés. Donc on y arrive progressivement, et même en avance de phase de la réglementation en Europe. Et très important, on est sur des alliances mondiales. Donc d'ailleurs dans les 75 banques, vous avez aucune banque française, par exemple, parce qu'elles ont toutes décidé d'attendre le rapport CSRD de l'année prochaine pour publier les plans de transition, mais vous avez toutes les grandes américaines. Voilà. Merci. Stanislas, donc côté ADEME, il y a la méthode Acte Finance qui a été développée. Est-ce que, donc par rapport à tout ce qui vient d'être dit, comment ce processus peut accompagner les acteurs dans la mise en œuvre de leur stratégie? Ouais, merci beaucoup. Du point de vue de l'ADEME, l'idée, ça a été, pendant ces 5 ans, ce qu'a apporté Acte Finance surtout, c'était une structuration de qu'est-ce qu'on attend exactement d'un acteur de la finance. Je pense que quand les accords de Paris sont sortis en 2016, vous avez ces 3 exigences. La première, donc sur atténuation à 1,5 degré, la deuxième sur l'adaptation, et puis la troisième, cette formulation un peu floue et consensuelle probablement, il faut que les flux financiers soient compatibles avec une trajectoire d'alignement. Donc qu'est-ce qu'on demande exactement d'un acteur financier? Ça, c'est ce que le programme Finance Climate nous a permis de discerner en nous donnant les ressources de développer la méthodologie Acte Finance. Donc on a commencé les travaux en 2022 avec 2 groupes de travail, un sur la banque, un sur les investisseurs, avec donc des prises de position assez variées, une diversité des profils, donc avec à la fois des gens de l'industrie, du secteur, et puis aussi d'ONG. Donc il y a un travail assez remarquable qui a été mené notamment par Anatole et Kim sur ce sujet. Et le but en fait, c'est que ça nous a permis de ne pas se tromper de combat et de porter un message de ne pas se tromper de combat auprès des institutions financières. Historiquement, si on part des méthodologies Acte ou si on part du bilan carbone et qu'on essaie de translater ça à des institutions financières, on se dit voilà, je suis une institution financière, je vais mesurer mes postes d'émission et puis les plus gros, je vais mettre en place un plan d'action pour les réduire. Ça vous aboutit à conduire au constat que toutes vos émissions, elles sont essentiellement dans votre portefeuille d'émissions. Et en fait, réduire un portefeuille d'émissions, c'est assez facile à faire sur le papier en faisant sauter une ligne, en en remettant une, etc. Donc il y a des milliers d'indices dits Paris Salient Benchmark qui doivent réduire de 7% par an leur émission, qui arrivent à fonctionner à peu près bien. Pour autant, les messages qu'on a vus en avant montrent que l'économie réelle, elle décarbone bien moins vite que ses portefeuilles. Donc on sent qu'il y a un problème de sens. Et donc l'idée de cette réflexion, c'était de remettre les choses un peu au centre et de dire, ça paraît très bête, mais c'est un message qui a mis du temps à être extrait, à être discerné. Financer la transition, contribuer en tant qu'institution financière aux accords de Paris, c'est aller financer les acteurs qui en ont besoin pour transitionner et donc qui ont besoin d'investir dans la décarbonation de leur processus en amont de cette décarbonation effective. Et puis arrêter de financer ceux pour qui il y a des activités menées qui sont incompatibles avec le consensus scientifique de limitation du réchauffement. Et après, sur la définition de qu'est-ce qui est incompatible, c'est là où on rejoint des combats assez forts avec des intérêts très divergents. Et sur le principe, se dire, voilà, finalement, ce qu'on me demande tout bêtement, entre guillemets, c'est de financer celui qui va transitionner et d'arrêter de financer celui qui ne va pas le faire alors qu'il doit le faire. Ça a mis du temps à discerner et ça montre que la métrique carbone ne permet pas de faire ça. La métrique carbone, elle va permettre en amont d'identifier les enjeux, en aval de servir de corde de rappel pour dire, effectivement, mon portefeuille, les entreprises vont effectivement diminuer leurs émissions. Mais pour piloter en amont et pour dire, voilà, quel est celui qui va avoir le potentiel de diminuer ses émissions, ça, c'est une matière à part et donc le sujet de l'analyse des plans de transition de l'acteur économique. Et c'est le sujet clé qui, pour nous, a mis du temps à émerger. Là où on est heureux, c'est de voir qu'il n'y a pas que Acte Finance qui porte ce message-là. SBTI, dans son projet de FINS, porte ce message. Le J-Funds, donc, a sorti des papiers de catégorisation pour dire, essayez de catégoriser votre portefeuille entre les gens qui sont alignés, en cours d'alignement, ceux qui ne le sont pas. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas eu le temps de voir? Est-ce qu'il n'y a pas de sujet climatique? Est-ce que c'est parce qu'ils devraient transitionner et ne le font pas? Et ça, c'est vraiment la pierre angulaire, de notre point de vue, de toute démarche de transition pertinente d'une institution financière. Ok. Guénolé, côté donc acteur cette fois précis, donc à Crédit Mutuel Arkea. Qu'est-ce qui a été mis en place justement pour, je crois que vous êtes dans la NZBA aussi. Qu'est-ce qui a été mis en place pour atteindre ces objectifs de neutralité? Alors effectivement, donc l'objectif, et on fait aujourd'hui le bilan des 5 dernières années. Et c'est important, on parle beaucoup de réglementation, on va continuer à en parler, je vais en parler aussi parce que c'est indéniablement un facteur
d'accélération et qui aident le secteur à y aller. Pour autant, on a parlé dans le propos introductif aussi d'engagement volontaire de la part des banques, et je crois que c'est aussi important de coupler les deux. Donc si on regarde dans le rétroviseur, il y a 5 ans, c'est pile poil la date à laquelle Crédit Mutuel Arkea a été la première banque à définir sa raison d'être. Donc ça, c'est un élément qui est important parce que c'est un travail de fond qui a été fait avec nos parties prenantes, notamment nos collaborateurs, nos clients, mais aussi nos administrateurs, parce qu'on est une banque mutualiste. Et ça, c'est vraiment un acte fondateur d'une volonté d'agir en faveur des transitions environnementales, mais sociales également. On croit beaucoup à la transition juste, qui sont des notions qui sont chères à notre modèle et dont on pense d'ailleurs que les deux doivent aller de pair. Ce qu'on a voulu faire ensuite, c'est transposer ça en adoptant le statut d'entreprise émission, donc transposer ça dans nos statuts. Donc c'est un autre engagement fort pour le coup. Donc ça, c'était en 2022. Depuis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a publié nos 2 premiers rapports d'entreprise émission. Le travail du comité de mission s'est mis en œuvre. Nos travaux également avec notre OTI. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a pris des engagements, là aussi volontaires, chiffrés, qui ont mis l'entreprise en mouvement sur cette dynamique. Et pour moi, qui m'intéresse notamment sur le lien entre la réglementation, l'exigence, la transformation de tout ça en produits pour engager nos clients, je peux vous dire que rien que l'adoption de ce statut, la définition de la raison d'adoption du statut a été un vrai facteur d'accélération où tout le monde a convergé vers cette ambition-là. Et adopter des nouveaux produits a été beaucoup plus simple une fois qu'on a adopté ce statut. Donc c'est un vrai catalyseur et ça, je crois que c'est intéressant à voir. Suite à l'adoption de ce statut, il y a eu des projets qui étaient importants. On a développé une méthodologie qu'on appelle de mesure de la performance globale, qui est justement de mesurer ce que l'on mesure très bien, c'est nos impacts financiers, mais aussi extra-financiers, d'essayer de chiffrer tout ça en euros. Donc ça, c'est intéressant pour embarquer tout le monde au sein de l'entreprise. Il y a eu des engagements forts aussi sur le fléchage de nos financements, le fléchage de notre collecte, la mise en avant, la création d'un fonds de dotation. Donc un certain nombre de choses, d'engagement aussi sur notre réduction directe des émissions carbone. Donc tout ça a été permis par l'adoption de ce statut. Maintenant, le deuxième volet qu'on a évoqué sont la réglementation, et c'est vrai que ça nous impacte beaucoup. On essaye d'ailleurs aussi de trouver la cohérence entre toutes les réglementations, à traduire tout ça, avoir une cohérence d'ailleurs qui se retrouve au final pour notre client final justement. Donc notamment tous ces travail sur les référentiels. Nous, on essaye d'avoir une collecte de données une fois par an auprès du client. Et ça nous demande un énorme travail méthodologique pour assurer un phénomène de poupée russe entre tous les référentiels que l'on pratique et auxquels on doit répondre. Et je prendrai 2 exemples. Le premier, c'est l'autorité bancaire européenne qui nous demande effectivement d'intégrer dans notre analyse à l'octroi de crédit une évaluation de l'exposition de notre client au risque ESG, au risque de transition. Donc ça, c'est un phénomène qui est fort pour nous, parce qu'on a dû définir notre propre modèle, à la fois statistique et basé sur des données réelles que l'on va chercher pour les entreprises de plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est une maille qui est assez fine. Et c'est une étape qui est importante parce qu'on intègre cette analyse-là à l'octroi de crédit. Et on est en train également de tester et de mettre en œuvre la modulation de notre tarification en termes de financement par l'intégration de ces critères-là, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc pour le coup, on voit que la réglementation se retrouve directement dans la réalité de notre quotidien de banquier. Et je pense aussi naturellement aux engagements NZBA que le groupe Crédit Mutuel Arkea a rejoint et sur lequel on a fait un peu notre évaluation, notre point de départ, et on a pris des engagements sectoriels. Beaucoup de politiques sectorielles du groupe Crédit Mutuel Arkea ont émergé à la suite de cela, avec soit des décisions d'exclusion sur certains secteurs, soit des décisions d'aller financer certaines entreprises qui étaient engagées dans une certaine trajectoire, et d'aller aussi accélérer sur un certain nombre de secteurs sur lesquels on est fortement engagé. Je pense notamment à l'immobilier résidentiel, avec une volonté d'aller accélérer fortement sur tout ce qui est rénovation énergétique notamment. Et là, on embraye évidemment sur le volet produit et comment on arrive à faire en sorte qu'on trouve nos clients sur ces engagements-là. Merci. Donc maintenant, on va passer plutôt à la
phase prospective. Donc, qu'est-ce qui nous attend, quelles sont les difficultés et les défis qui arrivent. Côté supervision, il y a un enjeu aussi. On vient Guénolé vient de l'évoquer aussi par rapport aux risques, la supervision des risques liés au climat. Il y a un enjeu là de mise en œuvre et de peut-être d'articulation entre les différentes composantes, que ce soit CSRD ou les textes plus spécifiques. Oui, alors effectivement, et je voudrais juste, avant de répondre à cette question, revenir sur quelque chose dont j'espère que c'était clair la première fois que je l'ai dit, mais auquel je crois beaucoup. C'est le fait que l'engagement volontaire et la réglementation, au fond, c'est deux formes de moteurs différents, et on a un peu besoin des deux pour avancer. Et c'est important parce que du coup aussi la réglementation se nourrit du fait qu'il y a déjà des acteurs qui sont en mouvement. Du coup, l'enjeu pour les années qui viennent, c'est très clairement comment faire. On n'est plus dans une phase où on initie le mouvement, on est dans une phase où il faut l'accélérer. Et donc comment on fait pour faciliter la mise en œuvre de la réglementation qui y contribue, comment on fait pour que tout ceci se traduise effectivement ensuite. Et je rejoins tout à fait aussi l'idée que la transition des institutions financières, c'est pas juste une affaire d'euros et de bilan, c'est une affaire d'impact dans l'économie réelle. Donc une fois qu'on a dit ça, moi j'aurais tendance à identifier, deux grands chantiers. Un premier grand chantier qui est ou trois. Un premier grand chantier qui est de mettre en œuvre la réglementation, avec un sous-chantier ici qui est de contribuer à une convergence et à une mise en cohérence de tout ce qui a été fait en 5 ans. Il est très clair que tout l'agenda finance durable de la Commission et au-delà de ça, tout le paquet, tout le Green Deal, il est arrivé très vite par beaucoup d'endroits différents, et donc il y a des endroits où ça se raccroche mal. Je pense qu'on en est tous conscients, et donc on a devant nous un chantier qui est accompagner la mise en œuvre et puis réduire dans la mesure du possible tous ces zones de frottement ou ces petites incohérences qui peuvent exister. A contrario, ça veut dire que pour le coup, je suis pas sûr qu'il faille se relancer dans un grand agenda réglementaire. On a vu l'énergie qu'on a dépensée collectivement pour 5 ans. Je pense qu'il est temps de mettre cette énergie-là dans des résultats effectifs dans les 5 années qui viennent. On a créé le cadre, maintenant utilisons-le, quoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans le même temps qu'on avance, on est aussi en train de se confronter à des risques qui deviennent de plus en plus quotidiens. Alors, il y a ceux qui sont tout à fait dramatiques, qu'on a vu en particulier au mois de septembre, au mois d'octobre, des catastrophes naturelles à répétition, avec cette forme de point culminant qui a été qu'ont été les inondations à Valence. Mais je pense qu'on est tous conscients que voilà, c'est le nouveau normal auquel il va falloir qu'on sache répondre. Donc ça, c'est des risques très réels sur lesquels il faut qu'on fasse des progrès. Je pense on sera tous d'accord pour dire qu'on n'y est pas encore collectivement. Je prends un exemple en particulier, la question de l'utilisation de données géolocalisées pour savoir, il se passe ça, qu'est-ce que ça veut dire dans mon portefeuille. Et puis là même la question encore plus dure, mon exposition à cet endroit-là, est-ce que l'entreprise avait fait un effort d'adaptation qui fait que le risque est moindre? Bon, on sent bien que c'est la direction générale et qu'on n'y est pas encore. Ça, c'est pour la partie risque physique. Mais pour la partie risque de transition, je pense qu'il est aussi important qu'on prenne conscience collectivement qu'on est en train de basculer, de changer de monde. La nature du risque de transition change un peu. Hier, on était tous principalement préoccupés par des questions de quelles sont ces entreprises qui émettent beaucoup et qui demain ne le pourront plus, et qu'est-ce qui va se passer. On était beaucoup aussi avec des réflexions autour du risque technologique. On voit bien Northvolt, les constructeurs automobiles de manière que la transition, c'est aussi des risques un peu dans les deux sens, quoi. Et donc il va falloir apprendre à les gérer, parce que c'est pas parce qu'il y a une accélération vers davantage qu'on pousse à l'accélération de la transition que c'est sans risque. Et à la fin, une institution financière reste une institution financière, et il va bien falloir faire en sorte que ces risques soient bien gérés. C'est là où il y a un réglage un peu fin à trouver entre accélérer et puis faire en sorte que on sache diversifier, on sache mettre les bons covenants dans
dans les crédits, on sache suivre ce qui se passe dans les plans de transition des contreparties elles-mêmes. Donc voilà, un message général qui est l'implémentation, mettre en œuvre la réglementation, la rendre plus cohérente, et puis prendre conscience que le contexte change aussi beaucoup. Peut-être Karen, sur cette même question, côté plutôt acteurs privés, donc en particulier les banques, comment tu vois les années qui viennent? Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est pas très différent de ce que j'en viens de dire. Donc c'est super, on est aligné avec le superviseur. Non, moi je dirais qu'il y a je vois trois chantiers aussi principaux, mais ça va rejoindre un peu ces thématiques. Et je terminerai par le reporting parce que c'est pas le plus important à mes yeux. La première, c'est les opportunités. C'est effectivement accompagner les clients dans la transition et donc analyser leurs propres objectifs, mais analyser la capacité même des clients à faire cette transition. Enfin, moi, je me souviens, c'est pas très nouveau finalement. Hein. En 2018, donc ça fait quoi, 6 ans, j'étais chez Natixis, on avait fait un exercice de client bucketing. Je me rappelle. On avait mis nos clients dans des buckets, des seaux. On parlait pas de plan de transition à l'époque, hein, mais finalement, on avait analysé la capacité des clients, de chacun des clients, à faire la transition et on parlait un petit peu d'adaptation au changement climatique, mais plutôt de transition, mais sans utiliser le terme plan de transition, puisque personne n'en avait vraiment à l'époque. Donc c'est pas un exercice complètement nouveau, c'est comment on a un impact dans l'économie réelle et comment on adapte nos produits financiers à accompagner les clients vers cette économie, vers le 1,5 degré si on garde cet objectif. Malheureusement, il s'éloigne de plus en plus, sans oublier le volet adaptation qui me semble essentiel et qu'on oublie très souvent. Je vais vous donner une anecdote. Il y a quelques jours, j'ai dû présenter dans un atelier de la Commission européenne qui se refuse à parler d'adaptation, mais qui veut parler de resilience financing. Des exemples de ce que font les banques pour financer justement la résilience de l'économie. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, malgré tout ce que font de super les membres de la FBF, j'ai eu beaucoup de mal à identifier des projets parce qu'aujourd'hui, ils sont noyés dans d'autres choses que l'on fait. On n'identifie pas spécifiquement les besoins d'adaptation en fait de nos clients. Et ça m'amène au deuxième point qui sont les risques. Effectivement, aujourd'hui, il y a le parent pauvre de la mesure des risques sur le climat, c'est vraiment les risques physiques. Donc là, moi je vois comme chantier, mais à très court terme. Hein, il faut vraiment qu'on s'y mette. C'est l'adaptation et c'est la mesure des risques physiques dans les portefeuilles. Une fois de plus, sans perdre de vue l'objectif qui est pas on n'a pas besoin d'adapter notre portefeuille. On a besoin d'adapter l'économie réelle. On a besoin d'adapter, que nos clients s'adaptent au changement du climat et à la destruction des écosystèmes. N'oublions pas le volet nature au-delà du climat. Et le troisième volet, c'est effectivement le reporting. Je pense qu'on est devenu un petit peu fou avec la CSRD en Europe, d'où le CSRD bashing qui est très agaçant d'ailleurs, parce que en fait, il faudrait vraiment prendre la réglementation, et tout ça a été fait pour ça au niveau européen. Il ne faut pas perdre de vue pourquoi la CSRD, la CS3D ont été mis en place. C'est effectivement pour accompagner la transition de l'économie réelle. C'est pas pour embêter les entreprises, c'est pas pour embêter le secteur financier. Donc il faut vraiment. Enfin, moi je suis une grande fan de la réglementation. Hein. Voilà, j'assume. C'est pas. Et dans les différents organismes de place aujourd'hui, je continue de me battre pour dire qu'on a besoin de la CSRD, on a besoin d'une CSRD qui nous donne des indicateurs pertinents. Donc au contraire, oui, il faut pas faire un deuxième grand soir de la réglementation parce que c'est bon, on en a. Je pense qu'il y a ce qu'il faut, mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec ce que j'en disais sur le fait que il faut que tout ça soit cohérent parce que ça n'a pas forcément été construit dans le bon sens. Il faut surtout que tous les indicateurs soient le mieux adaptés possible à chacun des secteurs d'activité. D'où le besoin de développer les standards sectoriels.
moi, je reste convaincue qu'il faut surtout pas mettre en pause les standards sectoriels. Il faut, au contraire, on a besoin des standards sectoriels pour avoir des indicateurs, y compris pour le secteur financier, qui soient vraiment adaptés et qui permettront vraiment de mesurer et d'être, en fait, d'utiliser le reporting comme un outil de pilotage. Et pas juste comme un exercice tick de box. J'ai rempli mes 1200 indicateurs de la CSRD. Voilà. Donc les 3 gros chantiers, développement des outils pour développer les opportunités et avoir un impact sur l'économie réelle, les risques et on va dire un meilleur reporting plutôt que moins de reporting. Merci. Stanislas, qu'est-ce que vous pouvez dire sur peut-être le besoin de mieux coordonner les acteurs et notamment aussi par rapport à l'articulation entre la CSRD et ce que vous faites à l'ADEME côté acte, comment ça peut accompagner tout ça? Ouais, clairement. Donc ça rejoint ce que disaient Jean. Les enjeux qu'on a, c'est de s'assurer que la mise en œuvre de ces plans de transition soit cohérente. Encore une fois, donc le paradigme, c'est de dire voilà, il faut réallouer les flux financiers de manière pertinente. Si chacun développe sa propre méthodologie d'analyse des plans de transition ou de développement, d'accompagnement de clients, et qu'on obtient des résultats complètement diffractés, on va annuler en fait les effets positifs. Si moi je vous dis que Total est en transition et que Shell ne l'est pas, que vous me dites le contraire, que chacun va investir sur celui qu'il croit être le bon, au final, y aura-t-il une différence significative avec des portefeuilles qui auront été construits sur des paradigmes purement financiers? Je suis pas sûr. Donc il y a besoin de cohérence dans les méthodes. En même temps, aucune méthode n'est infaillible, donc il y a besoin aussi d'une certaine flexibilité. Donc c'est pour ça que des outils comme le guide Atypical qui a été présenté par Romain ou le guide de l'IFD sont essentiels pour nous pour cadrer les choses, garantir en fait et donner des outils minimums de standards qui vont permettre aux institutions financières de s'en saisir pour faire des analyses qui ont un minimum de sens. Et après, permettre à la réglementation de s'en nourrir aussi pour, au fur et à mesure, affiner les pratiques de supervision et dire, effectivement, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est très important. Là-dessus, donc, pour avoir convergence des outils, il faut quand même qu'il y ait des outils. Là-dessus, Act travaille beaucoup. Notamment, on a essayé avec la CSRD de s'en saisir comme une opportunité pour rendre les choses utiles. Donc ça peut être effectivement vu comme un exercice tick the box très pénible pour les entreprises. L'idée, c'est qu'on a déjà développé une acte pas à pas qui permet aux entreprises de construire un plan de transition. L'idée, c'est de proposer ça, de mentionner ça auprès des institutions financières en disant, si vous tombez sur des entreprises qui n'ont pas de plan de transition, alors qu'elles devraient en avoir selon votre opinion, n'hésitez pas à les rediriger vers cet outil qui va les aider à construire un plan de transition d'une manière intelligente. Et une fois qu'on a construit un plan de transition de manière intelligente, ça devient beaucoup plus facile de remplir et de répondre aux questions de la CSRD qui, quoi qu'on en dise, sont quand même pas idiotes non plus et apportent des informations assez pertinentes. Le deuxième élément, c'est en aval, avec toutes les méthodologies acte évaluation qu'on a développées, de s'assurer que quand vous publiez votre CSRD, notre méthodologie qui analyse la qualité des plans de transition, elle va aller chercher les données de la CSRD. On n'a pas besoin d'aller vous redemander 10 trucs différents. Ça, c'est un enjeu que partagent, je pense, tous les analystes extra-financiers. Mais donc, du coup, on a travaillé au niveau de l'ADEME sur ce sujet. Donc, l'idée, c'est vraiment de fournir des outils qui vont venir en complément de la réglementation pour aider à l'opérationnaliser. Le dernier enjeu que je vois peut-être et de risque, c'est d'assurer, ce que disait Jean tout à l'heure, c'est la dynamique propre de chacune des réglementations. CS3D d'un côté, Solva 2, CRD6 de l'autre. Je vois un risque à ce que dit Jean, si on regarde que l'impact, potentiellement il y a des risques technologiques, on va aller sur les mauvaises solutions, et donc du coup on va se tromper, et il y aura à vouloir rusher la transition, on va se planter. D'un autre côté, il y a aussi un risque à aller trop sur les risques, à dire du coup je vais être trop timoré par rapport à ça, alors qu'il y a besoin de la transition, donc il y a besoin de prendre des risques sur certains aspects, sur les besoins de financement qu'on peut voir sur les technologies de capture du carbone, ce genre de choses. Et donc c'est très important d'avoir les deux faces de la même pièce et du coup d'avancer avec un plan de transition cohérent qui soit bien encadré à la fois sur les aspects impact et risque. Et enfin, Guénolé, donc côté Crédit Mutuel Arkea, peut-être ce focus sur l'accompagnement des entreprises, vous voulez insister sur cette dimension et peut-être aussi tout ce qui est transition juste, si vous voulez en dire un mot. Tout à fait, ça rejoindra très bien ce qui a été dit. Il y a la modélisation, il y a la vie des portefeuilles, il y a ce qu'on fait dire à l'analyse de tous nos portefeuilles, et il y a comment on retrouve ça dans le quotidien, dans la relation entre la banque et, en l'occurrence, moi je représente une des filiales du groupe Crédit Mutuel Arkea. Notre travail, c'est d'accompagner les PME et ETI sur l'ensemble du territoire français.
Donc ce qui nous passionne justement, c'est comment on arrive à avoir une qualité de dialogue sur ces sujets de transition avec les PME, ETI, enfin, parfois des grosses entreprises, jusqu'à 2 milliards de chiffre d'affaires, mais ça fait rien. Il y a ce besoin d'accompagnement et ça passe par un certain nombre de choses. On l'a évoqué, les produits, je vais y revenir. Ça passe aussi par les hommes et les femmes qui composent le réseau bancaire et ça c'est extrêmement important. Dans l'entité que je représente, il y a à peu près 250 personnes en termes de force commerciale pour qui eux aussi le métier évolue fortement. Là où il y a quelques années on analysait avec le risque financier, dorénavant il faut savoir également à la fois analyser le risque, on va dire, de transition, être capable de dialoguer sur ces sujets-là avec un dirigeant d'entreprise. Et donc pour ça nécessite énormément de formation. Donc on a formé l'ensemble de notre force commerciale à la fois sur l'ESG, sur le climat. Donc ça c'est un investissement qui est fort et qui est fait par l'entreprise. Il y a aussi beaucoup de recrutements qui se font et ça je pense que c'est commun au secteur bancaire. Mais si je prends, il y a toujours dans cette logique de bilan, il y a 5 ans, on avait peut-être 2 experts qui savaient financer des projets d'ENR. Aujourd'hui, j'en compte 16 rien qu'à notre échelle, à la fois sur des projets spécifiques d'ENR, partout sur l'ensemble du territoire, et aussi des experts sur l'ESG, pour être capable d'amener justement une PME, une ETI, dont ces sujets de réglementation, ça vient gentiment, mais sûrement, mais qui ne sont pas forcément prêts. Et donc, comment nous, banquiers, tiers de confiance, on arrive à amener nos clients dans ce mouvement-là. Aussi, parfois, en ayant un côté incitatif, je pense que on agite la peur réglementaire et c'est normal parce que nos clients doivent s'y préparer. Et puis, il y a aussi comment on donne envie. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Donc, c'est pour ça qu'on a développé toute une gamme de produits au-delà des équipes d'expertise. On a également développé des gammes de produits pour mettre ce sujet-là au cœur de la relation. On a toute une gamme pour accompagner les projets de transition, donc vraiment focus sur les projets. On va cibler des projets environnementaux et sociaux chez nos clients. Le but, c'est quelque part de les aider à prendre des risques, les aider à investir. On l'a dit tout à l'heure, investir dans la transition, ça coûte cher, parfois plus cher que de ne pas le faire. Donc c'est comment aussi nous, banques, dans une certaine mesure, on arrive à parfois bonifier un peu ces financements, à les flécher, accélérer, être parfois un peu plus long dans la manière de financer ça. Donc on a tout un travail chez nous de créer un cercle vertueux entre l'épargne de nos clients et les financements de ces objets de transition pour faire en sorte que tout ça soit vertueux. Et puis l'autre axe qu'on a beaucoup travaillé également, c'est tout ce qu'on appelle la famille des crédits à impact. Là, la logique, elle est comment on aide une PME ou une ETI à piloter sa transition, à la préparer à ses exigences réglementaires. C'est ce qu'on a fait, nous, il y a 4 ans maintenant, avec le premier pré-impact, qui était justement comment je me confronte, moi, PME, ETI, à une évaluation extra-financière sur une 50aine de critères. Ce qui est un marchepied quelque part à la CSRD, à l'obligation de reporter tous les ans, aussi à se challenger, être capable de regarder ce que fait le secteur, le benchmark, d'accepter les recommandations, l'analyse des controverses d'une agence d'évaluation extra-financière. Ça, c'est un travail aussi dont on voit bien qu'il n'est pas si simple que ça auprès des PME ETI et sur lequel on continue de se développer parce qu'on croit beaucoup à ça et d'amener ce mécanisme que l'on trouvait vertueux dans les territoires français, dans les PME ETI. C'était un engagement extrêmement fort sur lequel on a voulu se positionner. Et on a complété ça ensuite d'un autre enjeu qui est clé, dont on a parlé, c'est la trajectoire carbone, la trajectoire 1,5 degré. Comment on amène ce sujet-là auprès de nos clients, déjà dans la mesure de l'intensité carbone de chaque entreprise, par un tiers externe. Donc comment nos offres embarquent cela pour que ce soit simple pour une PME ETI. Comment on confronte également notre client à la trajectoire 1,5 degré des accords de Paris. Et on la projette et on lui donne un caractère incitatif si elle arrive à s'y conformer, on va dire, dans un horizon de temps assez court malgré tout. Donc c'est tout ce dialogue-là que l'on fait avec des prêts qu'on a créés et mis sur étagère. Et on a aussi complété ça d'un certain nombre d'offres servicielles, enfin de partenariats que l'on a noués pour à la fois s'assurer que les PME et ETI que l'on couvre aient bien accès aux subventions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui aux différentes échelles pour financer les transitions.
l'échelle régionale, l'échelle nationale, européenne, mais parfois les PME ETI ne vont pas chercher les subventions. Donc on a des partenariats pour ça. Ça peut être un facteur aussi déclenchant qui permet de dérisquer un financement de projet justement pour un client. Donc ça fait partie des choses que l'on met à disposition, de même que de la mise à disposition d'experts. On sait que c'est dur de trouver des experts ESG pour des PME et des ETI. Donc c'est comment on leur met à disposition un réseau dédié d'experts pour des missions spécifiques. Donc c'est toute cette gamme-là que l'on a créée en 5 ans finalement pour accompagner les clients. Et donc on a encore pas mal d'initiatives qui sont dans les cartons. Donc on veut continuer à se développer, à se renouveler pour avoir ce dialogue-là avec nos clients. Merci. Merci à tous les quatre. Je crois qu'on a passé le temps, il me semble. Et puis voilà. Merci pour tout.